Bonjour à tous, Radio CFL, émission numéro 1. Rémi, avec vous, nous allons traiter aujourd'hui d'un sujet épineux, à savoir le courage en politique, et ce sous trois angles principaux. Tout d'abord, les soldats, les forces de l'ordre, les militants des régimes et des institutions officielles. Nous traiterons dans un second temps de leurs opposants les plus violents et les plus radicaux, à savoir les terroristes. Et enfin, dans un troisième temps, nous élargirons dans l'opposition, à savoir en parlant des dissidents et de la dissidence. Avec moi aujourd'hui, mes deux amis, Laurent et Franck. Bonjour à vous. Bonjour Rémi, merci pour cette introduction. Bonjour Rémi, merci à vous d'être là pour cette première émission. Si je peux me permettre, je prendrai la parole. Vaste sujet en effet abordé aujourd'hui. Je commencerai par définir brièvement le terme courage. Donc j'ai sorti mon vieux dictionnaire qui est 1948. Ouvrez les guillemets, vient du cœur, ensemble des sentiments du cœur, fermeté qui fait supporter ou braver le péril, la souffrance, les revers. Alors, nous serons tous d'accord aujourd'hui pour dire que le courage, à travers les époques, se définit de différentes manières. On est d'accord que le courage de Spartacus ne sera pas celui de Saint-Pierre et celui de François Hollande, celui de Saint-Louis. Je suis de ceux qui pensent que l'on peut parler de courage uniquement quand l'action qui en résulte élève l'esprit de l'homme. Je rappelle que le courage est une vertu cardinale avec la prudence, la justice et la tempérance, et donc je me vois mal parler de courage pour définir des actions immorales. Je rappelle aussi que saint Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, traite du courage comme vertu morale et comme don de l'Esprit Saint. Alors bien sûr, j'entends déjà certaines personnes, et vous pourrez me le dire aussi, qui diront qu'on ne peut évoquer le terme courage sous couvert de religieux, parce que la définition serait biaisée. Bon, je réponds ces personnes feraient exactement la même chose que moi-même en définissant courage selon leurs propres idées, et de deux, saint Thomas d'Aquin, je précise, ne parle pas d'un courage religieux, mais du courage. Donc, à travers cette émission, il sera impossible pour moi de traiter ce sujet et tant d'autres en mettant de côté ma catholicité. Ce qui signifie que je substitue le courage à la morale chrétienne. Maintenant, les trois parties traitées aujourd'hui sont d'autant plus importantes qu'elles sont effectivement d'actualité. Concernant les militaires, partir tout en sachant que sa vie sera en péril chaque seconde, chaque minute pour défendre son pays, effectivement, je trouve que c'est du courage. Sur le terrain, surmonter sa peur, se protéger soi-même, mais aussi ses collègues, c'est du courage. Subir une situation et résister, c'est un acte de courage. Et je dirais même, la volonté de vivre amène forcément au courage. Donc oui, être militaire sur ce plan-là, c'est être courageux. Maintenant, je pense que le sujet primordial, c'est que quand on connaît les directives et les tenants aboutissants des missions militaires, on peut se demander si le courage du soldat sera récompensé par une reconnaissance provenant du gouvernement qui a lui-même commandité ces missions. Or, on ne peut pas nier que les guerres actuelles ne défendent pas les intérêts des Français, mais les intérêts étrangers. Donc pour moi, un militaire qui part au combat à l'étranger pour défendre les intérêts de son pays, dont il est en total accord, j'appelle cela du courage. Mais un militaire qui part au combat à l'étranger pour défendre les intérêts de son pays, dont il est en total désaccord, je m'excuse, j'appelle ça de la connerie. Concernant les forces de l'ordre, en plus des tensions actuelles et depuis de nombreuses années entre délinquants ou immigrés et gendarmes, en plus on y ajoute des sous-effectifs, la peur d'avoir un avertissement ou pire, une garde à vue pour utilisation d'armes en cas de situation de danger, c'est plus que du courage, je dirais que c'est totalement surhumain. Donc, oui, il faut du courage pour répondre présent lors des difficultés du terrain, mais encore plus quand le gouvernement à qui on doit obéir n'écoute pas ses propres hommes. Si je peux me permettre d'intervenir, Franck, avant toi, j'aimerais réagir à un certain nombre de choses. Alors, je suis je suis d'accord sur la définition du dictionnaire, on ne peut pas être contre. Courage, on voit bien que l'étymologie renvoie au cœur, évidemment. Je suis aussi d'accord, c'est un fait que le courage est dit-on, une vertu cardinale, ce qui est vrai, mais je ne pense pas que dans la définition classique, ce soit compris seulement dans la défense de la morale chrétienne, mais c'est, à mon avis, une complétion, un tempérament, le courage.
Mais là où vraiment je suis pas d'accord avec Laurent, pardonne-moi, c'est sur cette idée que le courage est conditionné au combat, est conditionné à l'objectif. Par exemple, tu as dit, le soldat est courageux parce qu'il défend son pays. Sous-entendu, ceux qui ne défendent pas leur pays ne sont pas courageux. Moi, je suis désolé, par exemple, un mercenaire, ça a toujours existé les mercenaires depuis que les gens font la guerre, ça fait des milliers d'années. Je trouve que les mercenaires sont très courageux pour la plupart. Ceux qui ont pris les armes ceux qui prennent les armes même pour des idées qu'ils ne partagent pas, mais qui le font parce qu'ils aiment se battre. Même ça, pour moi, c'est du courage. Et donc, vraiment, c'est quelque chose de radicalement, un vrai désaccord entre nous, Laurent. Je suis désolé. Le courage, c'est un mouvement du cœur face à un obstacle. Et que l'obstacle soit noble ou ignoble, peu importe. Le courage, c'est un mouvement du cœur et ce mouvement n'est pas conditionné à l'objectif. Alors, juste pour, rapidement pour intervenir, alors il est vrai que la question du courage, elle est très importante et aujourd'hui dans notre époque, qui en manque, cruellement, je pense que le thème de l'émission est bien choisi. Alors la question en fait, elle a été posée dès le début, c'est: est-ce que le courage est simplement une vertu du cœur qui consiste à résister aux difficultés et à surmonter sa peur? Ou est-ce que fondamentalement le courage est toujours, subordonné à la cause qu'il entend défendre? Et c'est vrai qu'à titre personnel, je serais assez partagé. Alors même si je suis, catholique et même si, je suis très inspiré et je trouve ça très inspirant les chevaliers du Moyen Âge, les chevaliers de la table ronde, où justement il y a un idéal de justice, défendre la veuve et l'orphelin. Je ne peux pas ne m'empêcher de penser que même nos ennemis, dans les temps passés, qui ne défendaient pas forcément, le roi de France et la catholicité, il me semble difficile de considérer que nos adversaires n'étaient pas courageux au prétexte qu'ils ne défendaient pas nos idées. Alors, la question pour moi, elle est là. Donc, à titre, en essayant d'élargir le sujet, il me semble que le catholique qui fait les croisades est aussi courageux que quelqu'un d'une autre religion ou d'une autre forme de pensée qui met ses idées au bout du fusil. Hem, par exemple, il me semble que les soldats soviétiques, lors de la Deuxième Guerre mondiale, qui combattaient, sur le territoire, russe, sur le territoire national, face à l'invasion de la Wehrmacht, il me semble que ces gens-là étaient courageux et pourtant leur chef d'État était un horrible criminel, Staline, au même titre que les soldats, allemands, de la Wehrmacht lorsqu'ils arrivaient en Russie, en pays soviétique, lorsqu'ils combattaient par des -20, des -30 ou des -40, je pense qu'il y avait une certaine forme de courage et là je renvoie au livre de Guy Sagère, un Français qui a combattu malgré lui dans les armées allemandes sur le front de l'Est. Quand on lit son livre Le soldat oublié, alors, effectivement, il se battait dans l'armée du Reich, dans l'armée allemande, régime national-socialiste. Mais si ces gens-là n'ont pas fait preuve de courage, je ne sais pas ce que c'est. Donc, à titre personnel, je dirais que le courage est quand même, et c'est quelque chose qui vient du cœur. C'est un élan, ouais, c'est un élan de générosité, c'est le fait de surmonter sa peur. Mais je ne cautionnerais, enfin, je ne ferai pas forcément un lien automatique entre le courage et et l'idée défendue par les personnes qui font preuve de courage. Oui, alors, pour continuer dans ce qu'a dit Franck, enfin dans la droite ligne des propos qu'a tenu Franck juste avant, ça peut paraître surprenant de la part de, entre guillemets, de gens qui ne sont pas pour le système, ce qui est le cas de tous les trois, a priori. On n'est pas en faveur, a priori, du régime tel qu'il est, de ses gouvernants, des forces de l'ordre en général, des soldats, etc. Et quand même, malgré tout, de dire qu'il y a chez ces gens-là du courage. Parce que moi, je pense ça. Ce n'est pas parce que ces gens ne sont pas d'accord avec moi, ce n'est pas parce que ces gens ne partagent pas mes idées, voire qu'ils défendent le faux, plus ou moins sincèrement, qu'ils ne sont pas courageux. Ceux qui défendent le régime politique, par exemple, parmi les forces de l'ordre, tiens, les policiers, c'est un sujet en plein dans l'actualité, pardon, parce que ils manifestent, etc. Bah, ces gens sont pour la plupart courageux. Même si ils le font beaucoup parce que c'est un confort financier qu'ils veulent maintenir, on passera sur les logements que l'État leur fournit, etc. Malgré tout, c'est du courage quand même de se lever, de mettre sa tenue et d'aller affronter des gens qui vous insultent, vous crachent dessus, voire parfois vous frappent. C'est du courage, même si ces gens sont dans une certaine forme de soumission au régime. Ceci étant, leur courage est quand même limité.
Je tiens à le dire, parce que les policiers, donc là je me modère, les policiers par exemple manifestent. Là où ils sont courageux pour moi, c'est quand ils défendent le régime. Mais quand ils s'opposent au régime en manifestant, pour moi ils ne sont plus courageux. Et la plupart le font parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas sanctionnés. Je suis sidéré de voir à quel point le gouvernement actuel laisse des policiers au service du régime manifester son opposition. Pour moi, c'est scandaleux. Si j'étais au gouvernement, je licencierais tous les policiers qui manifestent. Et à ce moment-là, on verrait le courage encore plus grand de ceux qui quand même iraient manifester malgré le licenciement possible. Donc les policiers, pour finir sur ce sujet en ce qui me concerne, quand les policiers défendent le régime, ils ont une certaine forme de courage. Quand ils défendent leurs préacquis, leurs acquis de logement, etc., ils ont une certaine forme de courage. Mais quand ils manifestent contre le régime, en sachant qu'ils n'ont aucun risque, là, ils ne sont plus du tout courageux. Donc les policiers qui font leur boulot dans la rue sont courageux, et ceux qui manifestent sont des lâches. Je ne sais pas, s'il y avait un peu d'ironie dans tes propos en parlant du courage des policiers, mais je serais quand même beaucoup plus, réservé et modéré quant au courage des policiers. Aujourd'hui, je ne vois pas où est le courage des policiers lorsqu'on se cache, dans une voiture en pleine campagne avec un radar pour, flasher les gens qui sont à 95 ou 96 ou de 90 ou, ou lorsqu'il y a des familles, catholiques qui manifestent pour, la vie avec des femmes et enfants et poussettes, lorsque ces, hommes en bleu, envoient des gaz lacrymogènes ou, sortent la matraque, je ne vois pas, où est le courage. Donc le problème en fait, il est toujours pareil, c'est-à-dire que, est-ce qu'on subordonne le courage à l'action en tant que telle? Tout à l'heure, Laurent, il parlait des militaires. Alors, le problème des militaires, le problème des militaires, à mon sens, n'est pas de savoir s'ils sont courageux, mais plutôt de savoir, hem, quelle est la fidélité de leur courage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un militaire qui va en Afghanistan, il faut quand même une certaine forme de courage aujourd'hui pour aller en Afghanistan ou en Somalie ou en Côte d'Ivoire. Le problème, c'est plutôt dans la cause qui est défendue lorsque l'armée de la République va là-bas, ou plus exactement dans la no-cause. Au sujet des policiers qui manifestent depuis, quelques jours, ce que je trouve très dérangeant, c'est que, ils ne manifestent pas pour un changement de régime, ils manifestent, comme beaucoup de Français, pour leur petit nombril. À partir du moment où leurs, conditions de vie ou de travail se dégradent, là on manifeste, mais fondamentalement, il y a aucune remise en cause du régime et c'est ça, à mon sens, qui est le plus dérangeant. C'est comme lorsque les gens manifestent pour leur retraite ou pour le pouvoir d'achat. Il y a vraiment quelque chose de très symbolique dans la modernité, c'est-à-dire que c'est toujours, quand on manifeste, c'est toujours pour avoir un avantage personnel. Alors certes, c'est pas le thème du courage, mais il me semble important de l'avoir dit. Alors contrairement, justement, contrairement aux manifestations catholiques, où là, pour la première fois depuis des années dans notre pays, on avait des gens qui ne manifestaient pas pour eux, mais qui manifestaient pour des principes, c'est-à-dire le respect de la vie, du début à la fin de sa conception. Donc pour résumer ma position, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai très peu de même s'il existe des policiers et des militaires, respectables, dans l'ensemble, je dirais que et je dis plus exactement que ce sont 2 institutions qui se sont, plutôt à mon sens décrédibilisées au fil des années. Quand on voit l'état de délabrement du pays, quand on voit la déliquescence de la diplomatie française, quand on voit ce qui se passe au quotidien dans notre pays et qu'on met ça en balance avec l'apathie, l'inertie, voire l'amnésie, des militaires de haut rang, il y a vraiment quelque chose qui me surprend. Dans beaucoup d'autres pays, d'Amérique du Sud, voire même d'Afrique, devant une situation beaucoup moins alarmante, qu'en France, les militaires auraient pris leurs responsabilités. Effectivement, tu avais repris deux trois points que j'avais soulignés tout à l'heure par rapport aux militaires et c'est ce que je disais, un militaire qui part au combat à l'étranger pour défendre les intérêts de son pays, s'il est en total accord, je peux appeler ça j'appelle ça du courage. S'il est en total désaccord, je disais tout à l'heure gentiment, j'appelle ça de la connerie, dans le sens où cette personne n'est pas intègre, à mon sens. Je reprendrai juste pour terminer sur ce sujet, à l'inverse du courage, et je voulais évoquer cet exemple-là,
Franck, tu parlais des manifestations, par exemple, catholiques depuis quelques années, notamment par rapport à la manif pour tous, enfin par rapport au mariage pour tous. À l'inverse du courage, c'est la pure lâcheté. Et donc justement, en mars 2013, j'ai un article devant moi, donc de la manif pour tous, le gazage d'enfants dans les poussettes avec leurs parents et grands-parents. Et n'en déplaise à Valls, on parle bien de gazage d'enfants en plein Paris. Qui peut parler de courage concernant cet acte? Alors, une fois de plus, j'entends certaines personnes qui vont dire oui, mais ils n'ont pas le choix, ils ont une famille, les ordres, c'est les ordres. Alors, moi, personnellement, quand j'entends ça, je me dis bah alors dans ce cas-là, ne nous étonnons plus de rien du tout, puisque dans ce cas, tout est justifié, à tort et à travers. Alors, bien évidemment, il y a des pressions, des grosses pressions, mais on ne peut pas prendre part au débat politique comme partisan de la famille si la veille ou le lendemain on gaze nos voisins qui eux aussi sont partisans de la même cause. Donc un exemple, une de mes connaissances proches m'a clairement dit un jour qu'il serait capable de gazer ses propres amis s'il se trouvait dans cette situation. Pour moi, c'est impensable. Et la dernière chose que je voulais évoquer, avant de passer à la deuxième partie, je crois que le temps presse, mais on ne l'a pas trop évoqué, c'est concernant les militants des gouvernements officiels. Je dirais à mon sens qu'ils n'ont pas de courage. Ça peut paraître un peu brutal. La première raison, c'est que d'une, je parle bien des représentants du gouvernement ou des militants, hein. Je dirais que d'une, ils ont le pouvoir avec eux, donc je ne vois pas d'obstacle à leur action, si ce n'est toujours la même chose, une protestation dans la rue qui aboutit à 2-3 titres dans le journal, un passage télé, et après la colère se calme. Et la seconde, quand on est courageux, je pars du principe qu'on ne le dit pas, je dirais même qu'on n'y pense pas, et le courage, je pourrais dire que ça se vit. Il suffit d'écouter les émissions une fois par semaine au moins, lire la presse, les militants, les représentants, tout ça. Ces gens-là évoquent toujours le courage, justement. Alors j'ai noté quelques titres. Cécile Duflot salue le courage de Christine Taubira en janvier 2016. Nicolas Sarkozy, c'est le courage et la vérité. Bon, cette phrase est une pépite. Laurent Wauquiez, en parlant de Sarkozy, lui a le courage de dire ce qu'une partie de la classe politique a renoncé à dire par lâcheté. Alors, genre de phrase, il y en a des centaines. Par contre, on n'entendra jamais dire que les Français disent tout haut ce que la classe politique renonce à voir par lâcheté. Et en fait, c'est bien normal puisque le courage lui est étranger, tout simplement. Alors, très rapidement, avant de passer à la deuxième partie, je voudrais réagir sur un point au sujet des policiers. Euh, alors, il est vraiment très intéressant de constater que le peuple français est vraiment devenu malade, que ce soit en politique ou dans les phénomènes sociétaux auxquels nous assistons. Il y a quand même une espèce de schizophrénie de la part du peuple français. Lorsqu'on prend par exemple le cadre des élections politiques, les Français, depuis au moins 50 ans, voire plus, votent et revotent pour les mêmes qui mettent le pays dans la M, etc. Donc là, il y a quelque chose d'étonnant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, bah non, les Français, ils vont quand même voter pour un autre, un inconnu ou quelqu'un de différent. Non, donc en politique, il y a une espèce de schizophrénie, c'est-à-dire que les Français, ils votent toujours pour la personne qui va le plus leur mentir, le plus les tromper, les trahir, les voler, les spolier. Au sujet de la manifestation des policiers, on assiste exactement au même phénomène. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, lorsque les mouvements de droite au sens large du terme et les mouvements catholiques ont manifesté, il y a eu un certain nombre d'articles dans la presse de notre famille de pensée au sens large du terme pour dénoncer les violences policières, pour dénoncer les bavures réelles ou fausses. Il y a eu également un certain nombre de propos dans la presse tenus par des avocats, par des intellectuels de nos milieux, pour là aussi dénoncer les forces de police qui défendaient un système qui ne reposait pas sur sur les valeurs catholiques, etc. Et en fait, ce qui est très intéressant dans le phénomène auquel on assiste aujourd'hui avec ces manifestations de policiers, c'est que contrairement à ce que tout le monde pense, c'est que depuis 2-3 ans, la nature du régime, elle n'a pas changé. Le régime reste profondément anti-français, anti-national, anti-catholique même. Mais au prétexte que les policiers manifestent contre le système, on doit défendre les policiers. Et je trouve que dans le domaine également social ou sociétal, il y a également une espèce de schizophrénie à défendre des gens qui, hier, ne se sont pas privés de nous mettre en prison, de nous bastonner, de nous matraquer, de nous gazer. Et demain, lorsque les événements terribles arriveront peut-être dans notre pays, les mêmes qui ont soutenu ces manifestations de policiers
se verront giflés, menottés par ceux qui défendaient la veille. Et c'est ça qui est vraiment, très pénible dans notre époque, c'est le fait qu'il y ait aucune co il y a voilà, il y a aucune cohérence, morale, politique, religieuse, intellectuelle. Or, à mon sens, le courage consiste, entre autres, à maintenir, le cap dans la tempête. Et aujourd'hui, maintenir le cap dans la tempête, c'est rappeler que les policiers, même si beaucoup de policiers font ce travail pour faire vivre, leur famille, il faut quand même rappeler que tous ces policiers défendent un régime, qui est illégitime, défendent un régime qui promeut la mort des enfants, c'est-à-dire 220 000 enfants, aspirés dans le ventre de leur mère, depuis, maintenant 40 ans, et sans oublier que ce régime est né du sang de la famille de France, avec la décapitation de Louis XVI et de Marie-Antoinette, des prêtres réfractaires et de toutes ces personnes qui se sont levées contre ce système il y a maintenant un peu plus de 200 ans. Donc aujourd'hui, le courage est une vertu qui est très peu partagée, et ce qui est le propre de notre époque, c'est justement non pas le courage, mais cette lâcheté. C'est-à-dire lâcheté face aux grands, lâcheté face aux policiers, lâcheté face aux hommes politiques, la peur d'être jugé, la peur de mal faire. Or, au risque de mettre beaucoup de gens à dos, il faut rappeler l'essentiel, c'est que ce système, il est pas bon, et aujourd'hui, dans nos milieux, il y a beaucoup trop de gens qui défendent le système tout en prétendant lutter contre. Et ça, pour moi, c'est vraiment tout le contraire du courage. En parlant de courage, justement, c'est très vrai ce que vient de dire Franck, je partage ce qu'il vient de dire. Il y a le courage, comme a dit Franck, qui est la constance dans le temps long, mais j'aimerais aussi évoquer le courage dans les événements rapides, et en particulier des événements même très puissants ou très rapides, à savoir les attentats terroristes, et le terrorisme en général. C'est une question vraiment, comment dirais-je, épineuse et douloureuse à la fois. Épineuse parce qu'elle est dangereuse, parce qu'il y a des lois en France qui répriment certaines expressions, et douloureuse parce qu'il y a eu des victimes qui peuvent nous écouter, des victimes soit directes, soit indirectes via leur famille, d'attentats ou d'événements terroristes. Moi, je subordonne le courage au risque encouru, à l'effet sur soi. Plus l'effet est grand sur soi, plus on est courageux. Et l'un des effets les plus importants pour nous, c'est la mort, évidemment. D'abord notre propre mort, et la mort éventuellement de nos proches. Et c'est pour ça, alors au risque de choquer, j'aimerais citer Jean-Marc Rouillant, des propos qui lui ont valu 8 mois de prison ferme, donc je cite Jean-Marc Rouillant, mais je dois dire, pour être honnête, que je suis d'accord avec lui. Il a dit, dans une émission où il était invité, où il parlait d'un de ses films, il a dit « J'en ai marre des poncifs antiterroristes qui se développent. Quand on dit ces lâches attentats. » C'est vrai que c'est une phrase très courante, ces lâches attentats. Moi, je les ai trouvés très courageux, en fait. Ils se sont battus courageusement. Ils se battent dans les rues de Paris, ils savent qu'il y a 2000 ou 3000 flics autour d'eux. Fin de citation. Cette phrase de Jean-Marc Rouillant, qu'importe l'homme, qu'importe son passé, etc., qui lui a valu encore une fois 8 mois de prison, je trouve elle est assez vraie. Des gens qui en... Alors Pardon. attention, elle est vraie, oui, oui et non. Ce qui pose problème, en tout cas à mon sens, dans cette phrase, c'est lorsqu'il dit que les terroristes viennent à Paris et qu'il y a 2 ou 3 000 flics. Le problème aujourd'hui, en tout cas, suite aux attaques terroristes islamiques qu'on a vécues en France, à mon sens, le vrai problème de ces actes terroristes, c'est que les terroristes musulmans s'en prennent à des civils. C'est là où c'est dérangeant, c'est que dans une guerre classique, je reprends l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale, mais le soldat de la Wehrmacht, il se bat contre un autre soldat de l'armée soviétique. Lorsque les croisés ils vont délivrer le tombeau du Christ en Terre Sainte, ils se battent contre d'autres soldats. Or aujourd'hui, avec la modernité et la suprématie technique, on va dire des pays de l'Occident face aux pays d'Afrique ou du Moyen-Orient, voire d'Asie, ces gens-là n'ont malheureusement plus qu'une seule arme à leur disposition, c'est l'arme terroriste. Le problème, c'est que lorsqu'on prend l'attaque terroriste de Nice, où l'autre il s'amuse avec son camion à prendre les Niçois pour des quilles, la vraie question pour moi est la suivante. Est-ce que le musulman qui fait ça, il le fait vraiment en pensant appliquer le Coran et en étant honnête dans sa religion, à savoir qu'il faut tuer des chrétiens et des mécréants, ou au contraire, les terroristes musulmans ne sont pas tout à fait conscients de leurs actes, et donc là, ça peut peut-être toucher à un domaine médical comme la folie, et donc ils commettent ces actes non pas en vertu du courage et de cet élan du cœur,
mais en raison justement d'une témérité qui n'est pas le courage, ou en raison justement d'une espèce un peu de névrose, qui confine un peu à la folie. Je pense que le problème aujourd'hui par rapport aux terroristes, il est là. C'est que d'un côté, ils s'attaquent très souvent à des civils dans des pays qui sont plutôt en paix, et deuxièmement, il est difficile de connaître leur, réelle motivation. Sont-ils vraiment habités par la foi islamique de leur père, ou au contraire, n'est-ce pas une faiblesse psychologique qui les pousse à commettre ces actes, alors soit guerriers si on est dans le premier cas, soit ces actes de folie si on est dans le deuxième cas. Pour moi, excuse-moi Laurent, avant que tu interviennes, qu'importe l'intention, qu'importe même si la personne est folle ou pas, peu importe. Le fait est que quand il se lance, celui de Nice, ou celui de Paris, ou celui de Tokyo, ou de Tombouctou, quand il fait ça, fou ou pas, il sait qu'à la fin de la demi-heure, de l'heure qui vient, il mourra. Sa vie, il l'aura plus dans quelques heures. Ça, il le sait. Attention, Ou s'il se fait attention, Émile. attraper, il prendra perpétuité dans une prison française où on l'enfermera. Bon, ça c'est en France, c'est bon, les prisons ne sont pas une catastrophe, mais aux États-Unis par exemple, il voit plus la lumière du jour pendant 50, 60, 70 ans d'affilée. Donc Attention, moi, quelqu'un qui met sa vie en jeu comme ça est courageux, qu'importe s'il le fait follement ou pas. attention, là, c'est là où je pose un bémol. C'est que le courage doit s'exprimer, quelle que soit l'idée, mais on doit être contrôlé par la raison. Un fou qui commet un acte, quel qu'il soit, c'est là où je pense qu'il y a une, divergence entre toi et moi. C'est que pour moi, si la personne a commet son acte en étant parfaitement consciente, on peut appeler du courage à partir du moment où justement elle est face à l'adversité, elle surmonte la peur et cetera. Le problème aujourd'hui, c'est on n'est pas certain que ces personnes commettent leurs actes en étant raisonnables. Par exemple, aujourd'hui, on sait que, bah, par exemple, dans beaucoup d'armées, du monde, les soldats lorsqu'ils allaient, combattre, bah, très souvent, il y a 100 ans, la Première Guerre mondiale, on mettait de l'agnole et du vin rouge. Lors de la Deuxième Guerre mondiale et bah, plus récemment, c'est plus de l'agnole ou du rouge ou de la poire ou de la prune, c'est de la cocaïne. Donc à partir du moment où on commet des actes en étant, sous substance, quelle qu'elle soit, est-ce que là on peut parler, de courage? C'est là où j'ai plutôt un doute. Moi, qu'un musulman, qu'un soldat de l'islam combatte face à face un soldat catholique, ça me pose aucun problème, d'après les vertus héroïques. Par contre, que des soldats de l'islam attaquent des civils, même s'ils le font en conscience, il y a quand même quelque chose de dérangeant, parce qu'ils sans être guidés par un idéal, chrétien, il me semble que le soldat, quel que soit le soldat, quelle que soit sa cause, doit s'attaquer à d'autres soldats. Pardon Laurent, juste dernier petit mot avant que tu interviennes, je sais que j'ai beaucoup coupé. Euh, il faut distinguer deux choses. Moi, je parle bien du courage depuis tout à l'heure. Je parle pas de le fait de s'attaquer à des civils, à des gens non armés, etc. C'est autre chose. Il n'y a pas de, ce n'est pas grandiose, ce n'est pas héroïque de s'attaquer à des civils, mais le fait d'être même sous influence de drogue, etc. Le courage n'empêche, ne retire pas le courage, parce que le courage pour moi, c'est Franck, tu dis, c'est raisonner, c'est l'esprit. Tu utilises le terme de raison et d'esprit. Or, courage, je reviens à l'étymologie, c'est le cœur. C'est quelque chose de passionnel, d'émotionnel, pas de spirituel. C'est un mouvement. Et ce mouvement du cœur, on doit le détacher de la raison et de l'esprit, à mon avis. Vous avez évoqué pas mal de choses, mais bon, je pense que sur ce sujet-là, vous me voyez venir. Alors, je vais essayer de reprendre brièvement ce que disait Franck au tout début de son élocution. Oui, effectivement, je suis d'accord avec Franck, et je pense qu'on est tous d'accord, il y a un souci avec les terroristes. Ils ne s'attaquent jamais à des endroits stratégiques, à des points vraiment qui font mal. Bon, comme l'Elysée, certains endroits voilà, politiques qui sont le siège du pouvoir. Non, on s'attaque à des gens qui n'ont rien demandé, le jour de fête, qu'on aime ou non un style de musique au Bataclan, ou alors lors du 14 juillet, voilà, on s'attaque avec traîtrise. Et dans la traîtrise, je ne peux pas mettre le mot courage. Dans ce cas-là, Rémi, si on part du principe que la personne qui fait un acte venant du cœur, de son cœur, et n'est pas influencé par un monde extérieur et donc continue et qu'on met ça et qu'on parle de courage, je pense que dans ce cas-là, on peut tout accepter. Je pense qu'on pourrait alors dans ce cas-là justifier
un acte pervers comme la pédophilie. Cette personne-là aurait eu le courage, même si ça peut être calculé, d'enlever un enfant. Et si ça vient du cœur et qu'elle a la force de le faire et que c'est calculé, dans ce cas-là, je ne vois pas comment est-ce qu'on ne peut pas dire, selon ta pensée, hein, que ce n'est pas du courage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour reprendre le sujet, comme je l'ai énoncé au début de cette émission, je ne peux pas utiliser le mot courage pour évoquer un acte immoral, d'autant plus qu'ici, on parle de tuerie humaine. Alors, tout à l'heure, Rémi, tu parlais de Jean-Marc Rouillant. Moi, j'avais pris une citation d'Éric Zemmour qui a fait polémique il y a quelques temps. Il disait, en parlant des terroristes, et je respecte des gens prêts à mourir pour ce en quoi ils croient et ce dont nous ne sommes plus capables. Alors, que ça soit clair, je suis en total désaccord avec lui, parce que si l'on respecte ces gens, on peut arriver à leur attribuer du courage. Or, je serais plutôt d'accord pour affirmer que nous, en tant que Français, nous devons prendre acte de ce genre de situation meurtrie, et que cela doit au moins nous faire réfléchir sur la notion de sacrifice que ces personnes font, chose que nous ne connaissons plus. Mais de là à parler de respect, pour moi, ce n'est pas possible. Le sacrifice, à l'heure actuelle, quand on parle avec des discussions, j'en parle même dans ma famille, c'est un mot qui fait peur, parce qu'il implique des changements radicaux, un travail de fond sur soi, donc ce qui est impossible dans une société, enfin dans notre société, où le courage est en déclin, et j'en parlerai dans la troisième partie. Je pense qu'il ne faut pas confondre, concernant les terroristes, le courage et la détermination. Les terroristes, on ne peut pas le nier, sont des personnes déterminées, car en plus elles sont persuadées qu'elles servent une cause juste. Donc, les concernant, elles appliquent le Coran, je suis tout à fait d'accord avec Franck, il suffit de lire le Coran et donc de servir Dieu. Donc effectivement, il faut une certaine force pour se donner la mort et la donner à autrui, mais est-ce que cette force est synonyme de courage? Je prendrai un exemple comparant le martyr chrétien, et c'est toujours d'actualité, et le martyr musulman. Il y a beaucoup de personnes qui pensent encore que c'est la même chose. Or, le terroriste, il se donne la mort en tuant autrui avec lui, et cela pour Dieu, et le chrétien meurt persécuté pour ne pas avoir apostasié, donc proclamé sa foi. Donc pour moi, le terroriste musulman, il n'a aucun courage à cela. Le chrétien, lui, on peut lui reprocher ce que l'on veut, mais par son sacrifice, il ne cause de tort à personne. Il y a une vraie différence, enfin, j'aimerais intervenir pour préciser les choses. Laurent, tu utilises le terme de justification et courage dans la même phrase. Moi, je suis pas d'accord. Je distingue la justification et le courage. Moi, je ne justifie en rien l'action violente des terroristes. En rien. Il n'y a rien pour moi qui justifie de tuer des civils. Je ne dis pas, et je fais attention, si vous me permettez, entre innocents et civils. Je distingue. Ce sont des civils. Et comme ce sont des civils, il n'y a pas de justification à les tuer. Ceci étant, il y a quand même du courage, même à s'en prendre à des gens comme ça. Mais ce n'est pas juste ce qu'ils font. La justice étant de donner à chacun ce qui lui est dû, ces gens ne méritent pas ça. Évidemment qu'ils ne méritent pas ça. Ceci étant, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas courageux parce qu'on le fait. Ça, c'est juste un premier point. Et un deuxième point sur lequel je voulais rebondir, sur la dernière petite distinction que tu as faite entre martyr chrétien et martyr musulman. Le martyr, d'un point de vue aussi bien étymologique qu'historique, c'est le témoignage de sa foi. On le trouve dans les deux sens, partout en fait. C'est-à-dire qu'il y a des meurtriers chrétiens qui se disent martyrs en tuant, et des martyrs en étant tués, et on trouve la même chose chez des musulmans qui tuent et qui sont martyrs pour cela, et martyrs en étant tués. On trouve partout pareil. Voilà. Pas tout à fait d'accord. Dans l'Église catholique, le martyr, c'est celui qui reçoit la mort, alors que dans l'islam, le martyr, c'est celui qui donne la mort. L'Église catholique n'a jamais donné le titre de martyr à des gens qui ont perpétré des meurtres. Mais à la rigueur, il ne faudrait pas enfermer le débat sur catholique, islam par rapport au martyr, mais rester, me semble-t-il, sur la notion de courage et des actes. C'était un exemple, hein, c'est un exemple, bien sûr. En tout cas, la question pour moi, elle est la suivante. Le terroriste là, qui avait mis du gaz sarin, je crois, en Asie, à Tokyo, me semble-t-il, dans le métro, est-ce qu'on peut considérer que cette personne, elle est courageuse? Les deux Mahométans qui ont égorgé un prêtre de quasiment 90 ans
alors qu'il était qu'avec 5-6 fidèles, moyenne d'âge 80 balais. Est-ce qu'on peut dire que c'est du courage? Franchement, j'en doute. Je parlerais plutôt de oui, de témérité, de vouloir se mettre en avant plutôt que de courage. Il y a quand même une notion pour moi dans le courage, quelle que soit la cause qu'on défend, une notion, d'honneur et surtout de respect de l'adversaire. Et à mon sens, s'en prendre dans le dos, s'en prendre à des civils qui ne sont, responsables en rien enfin le père de famille niçois qui se promenait sur la, mmh, la balade des Anglais là, enfin c'est pas sur la balade des Anglais, mais sur la promenade là, enfin j'oublie le nom. Lui, il y peut rien en fait. À la rigueur, le terroriste musulman qui en veut à la France d'avoir attaqué l'Irak ou, la Libye, bah, il devrait plutôt s'en prendre à, je sais pas moi, Nicolas Sarkozy, voire François Hollande ou Bernard-Henri Lévy. En fait, ce qui est très dérangeant aujourd'hui dans le terrorisme de la modernité, c'est qu'on ne s'en prend plus aux personnes qui sont responsables des actes. Tout à l'heure, tu disais, Rémi, de manière très juste, la justice, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Alors, on n'est pas là, pour faire un débat aujourd'hui, peut-être une prochaine fois, sur des aspects, géopolitiques, mais si quelqu'un considère que l'invasion de la Libye, par la France était quelque chose de répréhensible, d'immoral, ce qu'à titre personnel je pense, le mu le combattant, on va dire, musulman ou libyen ou, panafricain ou que sais-je, qui veut réparer ou qui veut justement, se faire justice, pourquoi s'en prendre à des civils innocents? Pourquoi ne pas s'en prendre directement aux fauteurs de troubles? C'est plutôt ça aujourd'hui, moi, qui me dérange dans le terrorisme. À la rigueur que les musulmans ou même des catholiques ou même des protestants ou même des juifs ou des bouddhistes ou autres prennent les armes pour défendre leurs idées. À la rigueur, pourquoi pas? Parce qu'il y a quand même des cas où techniquement, la violence, elle peut être, légitime et la violence, elle peut être surtout, même, légale. Mais ce qui est dérangeant aujourd'hui, c'est ça en fait. C'est le fait que les gens ne s'attaquent pas ils ne s'attaquent pas aux bonnes personnes. Je prends un exemple qui est bête et qui est un peu trivial, mais c'est comme lorsque vous avez un rendez-vous dans Paris, vous êtes pressé, vous vous garez au mauvais endroit, et là vous revenez de votre rendez-vous et vous avez une prune sur votre voiture. 90 € d'amende ou 30 € d'amende, que sais-je. Vous montez dans votre voiture, vous conduisez, et là devant vous, il y a quelqu'un qui avance pas assez vite, et comme vous êtes énervé, vous vous en prenez à lui. Bah, il y a quelque chose un peu de, alors mon exemple, il est un peu simple, pas simpliste, mais simple. Il y a quelque chose de profondément malhonnête là-dedans. La personne qui est devant vous, qui roule doucement, elle y peut rien. Bah, le père Hamel, lui, il n'y peut rien en fait à la situation au Moyen-Orient ou au Maghreb ou à la situation des musulmans de France, en Europe et dans le monde. Et les Niçois n'y pouvaient rien. Donc, ce qui est très dérangeant, en tout cas dans le terrorisme, me semble-t-il, ce n'est pas la cause qu'ils défendent, même si très souvent la cause, je ne l'approuve pas, c'est surtout en fait les cibles choisies. Et c'est par rapport aux cibles choisies qu'on peut déterminer ou pas l'acte, si un acte ou pas est héroïque. Je reprends mon exemple des chevaliers du Moyen Âge, mais dans les chevaliers du Moyen Âge, il y avait cette notion de ne pas attaquer le dimanche, de ne pas attaquer la veuve et l'orphelin, de ne pas attaquer les gens qui demandaient refuge dans des lieux sacrés, il fallait attaquer l'adversaire de face, et cetera. C'est quelque chose, moi, qui me parle. Je prendrai un exemple très rapide, mais que très souvent, je regarde des films des années 60, 70, lorsqu'il y a un tournoi de chevaliers, lorsqu'il y a un des chevaliers qui est désarçonné et qui tombe à terre, bah, l'autre qui est à cheval, que fait-il? Il descend de cheval. Même s'il a l'avantage, il descend de cheval pour combattre épée à la main. Là, il y a quelque chose de beau, je trouve, il y a quelque chose oui, il y a quelque chose d'héroïque. Mais par contre, attaquer des civils, voilà, j'aurais quand même beaucoup de mal à dire qu'il y a une forme de courage et d'héroïsme. Et encore une fois, je ne dis pas que les personnes qui sont plus faibles techniquement ou scientifiquement, pas qu'elles ne doivent pas se battre. Je dis simplement attention, à la cause défendue, mais surtout à la cible touchée et recherchée. On ne peut être, je ne suis et on ne peut être, à mon avis, que d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais encore une fois, je tiens vraiment à distinguer l'élan du cœur et l'aspect émotionnel et passionnel de l'aspect intellectuel que tu évoques et qui est très vrai, à savoir la distinction dans des cibles, l'héroïsme et le courage. Moi, je distingue les deux.
L'héroïsme, c'est en effet des vertus, c'est des idées qu'on défend de telle façon ou de telle autre. Et je distinguerais même, d'un point de vue intellectuel, la bravoure du courage. Parce que le courage, encore une fois, étymologiquement, renvoie au cœur, et donc à l'émotion, à la passion, alors que la bravoure renvoie à plus que ce que disait Franck à l'instant, à savoir les notions d'héroïsme, d'idéal, etc. Et justement, pour évoquer cette question du courage encore, et de la bravoure éventuellement, au-delà des simples terroristes, qui sont donc, on va dire, les dissidents de l'extrême, il y a les dissidents, entre guillemets, normaux, ceux qui se disent opposants au système politique, opposants au régime politique tel qu'il existe en France, en Europe ou dans le monde, et qui agissent par d'autres moyens que l'extrême violence physique dont usent les terroristes. Et je dois dire aussi ma gêne concernant ces mouvements-là, parce que d'un côté, chez certains d'entre eux, il y a du courage, exprimé, manifesté, n'est-ce pas? Mais beaucoup d'entre eux, à mon avis, ne le sont pas ou ne le sont plus. Parce que, encore une fois, je suis assez constant là-dessus, peut-être suis-je courageux, justement, je conditionne le courage à l'effort que ça procure. Et je constate que la plupart des dissidents d'aujourd'hui sont des guerriers du net, pour reprendre une expression de Franck, justement, des guerriers d'Internet, n'est-ce pas? Et ils ne font rien d'autre que de se battre derrière leur ordinateur, tout en baissant la tête dans la vie réelle. Et ces gens-là ne sont pas ni braves, ni courageux. Merci Rémi pour ton élocution. Pour traiter de la dissidence et plus largement de l'esprit dissident, alors je reprends mon petit dictionnaire qui est, je suis désolé, et je lis dont les options sont différentes de celles du plus grand nombre, et scission, action ou état de ceux qui s'éloignent du groupe auquel ils appartiennent par incompatibilité d'idées ou insubordination. Alors première chose, quand on entend le mot dissident, certains vont entendre danger et d'autres le fameux courage. Et en fait, à y réfléchir, je dirais qu'il n'y a pas de danger sans courage et de courage sans danger. Moi, personnellement, à l'écoute du mot dissident, ça me fait penser tout de suite à courage, résistance, voire proposition de modèle politique forcément différent de celui en place. Et pour tout vous dire, la première figure qui me vient à l'esprit, c'est Alexandre Solzhenitsyn et son ouvrage Le déclin du courage, je pense que vous avez tous lu, où justement il évoque l'inévitable déclin du courage individuel, qui, selon lui, supprime l'idée de défense de la part d'un individu. Je dirais que pour se défendre, il faut encore se sentir attaqué. Et pour se sentir attaqué, il faut encore avoir ce fameux courage de vivre pour ses idées. Bon. Je mets une situation en place. Lors d'un repas de famille, par exemple, le ton commence à monter entre vous et votre beau-frère sur un sujet un peu sensible que vous défendez ardemment, enfin que vous critiquez ardemment, par exemple, on va dire la finance internationale. Alors, on est d'accord, vous n'aurez pas la médaille du dissident au dessert. Par contre, votre position, elle, sera dissidente. Ce que je veux dire par là, c'est que, à moins que vous risquiez la mort face à votre beau-frère, lors du repas, vous n'avez pas de courage proprement dit d'évoquer ce que vous pensez, en tout cas pour moi, mais vous avez un certain zèle à montrer vos convictions. Et je suis assez pessimiste là-dessus, c'est qu'en 2016, le dissident, je trouve, c'est le courage sans victoire. C'est malheureux, mais c'est vrai. Aujourd'hui, je n'ai pas de nom, je n'ai pas d'action dissidente qui aboutit à une victoire. Par contre, la situation que ne souhaite pas vivre le dissident, ça lui donne l'occasion de résister. Et résister, comme j'ai dit, c'est avec l'espérance et du courage. Et comme disait Rémi tout à l'heure, je suis obligé effectivement d'évoquer moi aussi le fléau du dissident 2.0, comme on dit, donc c'est-à-dire celui qui est derrière son ordi et qui se prend pour un héros. Alors, bien évidemment, je ne parle pas des sites d'information indépendants ou des blogs d'actualité, comme d'ailleurs l'ensemble de tes sites, Franck, mais des petits comptes, des petits rigolos sur des plateformes comme YouTube, où des gens s'amusent à poster des vidéos comme on vous cache la vérité, blablabla. Et cette personne derrière son ordi se sent courageuse d'avoir pris le risque de mettre une telle vidéo en ligne. Je dirais aussi, et peut-être que les personnes se reconnaîtront, qu'il n'y a aucun courage pour celui qui écrit des livres en compilant des textes anciens
et s'autoproclamant dissident, je pars du principe qu'on ne calcule pas ou qu'on ne provoque pas le courage pour sa propre gloire. Et je terminerai là-dessus. À l'inverse, il y a des personnalités respectables qui n'hésitent pas à se montrer en vidéo, en conférence, à signer leurs propres textes. Ces gens-là, de par leur contenu recherché, des travaux de nombreuses années, sourcés, et leur volonté de partager cette connaissance vraie, sont dissidents et pour moi revêtent une forme de courage. Bon, ben, si je peux me permettre d'intervenir, parce que bon, sur ce sujet aussi, bon, pour élargir un peu la question, je tiens à insister sur ce qu'a dit justement Laurent, et en cela il me rejoint aussi paradoxalement sur les questions qui ont précédé sur le sujet précédent, c'est que le courage, c'est en effet, encore une fois, conditionné à un effort particulier. Et quand Laurent dit à juste titre, les gens qui sont derrière leur ordinateur pensent être courageux, ou alors le monsieur au dîner, il pense être courageux parce qu'il a exprimé telle ou telle chose, et que Laurent dit à juste titre, ben non, c'est pas vraiment du courage de faire ça, je suis d'accord avec lui. C'est le courage, si on peut le mesurer avec une unité de mesure scientifique, plus on a à perdre, plus on est courageux. Ça ne veut pas dire qu'on est brave. Parce qu'encore une fois, la bravoure, c'est autre chose. La bravoure, c'est l'héroïsme. La bravoure, étymologiquement, ça vient de bravo, en latin et en italien. Donc, bravo, ça veut dire qu'il mérite l'assentiment des autres. Mais le courage, c'est vraiment, plus on sacrifie de soi ou des autres, plus on est courageux. Et d'ailleurs, justement, la plupart des dissidents ne sont pas courageux parce qu'ils sacrifient très peu. Et quand, par exemple, Hulkan, récemment, extrait des noms de chez Égalité et Réconciliation pour les distribuer ensuite à des employeurs, etc., on voit que tous commencent à trembler, parce qu'ils savent que là, le courage entre en jeu. Parce que là, ils risquent de perdre leur travail, de se retrouver, de se mettre à dos un certain nombre de gens dans leur entourage. Et là, le courage apparaît pour de vrai. Et tous ces gens qui ont peur depuis l'attaque d'Hulkan montrent qu'ils ne sont pas courageux, parce qu'ils ne veulent pas sacrifier quoi que ce soit. Ils veulent être derrière leur ordinateur et se dire c'est bon, ça suffit. Ça, ce n'est pas du courage. Le courage, c'est vraiment un élan du cœur et qu'on mesure proportionnellement à ce que l'on sacrifie de son cœur, de son corps, etc. De manière objective, il est vrai qu'Internet a fait beaucoup de bien à nos idées, mais qu'en même temps, Internet, le revers de la médaille, c'est qu'il a fait beaucoup de mal. Internet permet également de se former, mais il permet aussi et malheureusement de rester caché sous pseudonyme pour déverser sa haine et sa diatribe dans des dans des forums, sur des différentes plateformes, etc. Aujourd'hui, pour moi, le courage en politique, ça consiste à dire ce qu'on pense publiquement, sans se cacher. Entre autres, bien évidemment. Et il est vrai que si tous les hommes de bien en France avaient le courage de leurs idées, je suis intimement convaincu que la situation politique, elle serait totalement différente. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelques personnalités politiques, médiatiques qui occupent le terrain, qui sont plus ou moins suivies par un nombre assez difficile à dire de militants. Mais lorsqu'on demande aux militants de mettre 2 euros, 5 euros ou 10 euros dans la cause, là, il n'y a plus grand monde. Mais lorsqu'on demande aux militants du net de venir dans la rue pour manifester ou aller à un tribunal pour défendre une personnalité qu'on aime bien, qui est accusée par des officines diverses et variées, là, il n'y a plus personne. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre époque, le courage politique est très mal, oui, il est très peu vécu, à mon sens. C'est là où je pense que malheureusement notre adversaire a encore de beaux jours devant lui, parce que l'adversaire, il est pas fort de ses propres forces, mais il est simplement fort de nos propres faiblesses. J'ai beaucoup, je rajoute encore un beaucoup pour être caricatural, aimé la phrase de Franck à l'instant. Je suis d'accord avec lui. Internet a augmenté le savoir. Il y a plus de gens qui savent qu'avant. Et donc, il y a potentiellement, en termes de science, plus de dissidents. Mais là, inversement proportionnel, il y a beaucoup moins de courage. Internet a augmenté la science et diminué le courage. Et je suis d'accord aussi avec Franck en ce qui concerne son pessimisme, c'est que le système, les gens du système n'ont plus besoin d'être courageux, parce qu'en face, il n'y a plus de courage. Avoir des gens qui savent,
C'est pour ça qu'Internet n'a jamais représenté une menace. Oui, abreuvez-vous de savoir, il n'y a pas de problème. Apprenez qu'on fait ceci, apprenez qu'on fait cela, il n'y a pas de problème. Mais vous n'agissez pas sur le terrain. Et donc, en diminuant votre courage, vous êtes de plus en plus inutile, de plus en plus inefficace. Je suis entièrement d'accord avec ça. C'est une phrase qu'on devrait mettre sur un fronton, je sais pas. Internet a augmenté le savoir et diminué le courage, c'est très vrai. Bah, de toutes les façons, c'est évident que si internet changeait quelque chose, il est sûr que internet n'existerait pas. Coluche, dans les années 80, disait déjà: «Si les élections, avaient une réelle importance, on refuserait au peuple de voter». Donc aujourd'hui, ce qui est très étonnant, c'est toujours cette, je parlerai pas là de schizophrénie, mais de naïveté, c'est de croire que le système nous laisse un outil, par lequel on pourrait le remettre en cause et en danger. Là-dessus, il y a vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Alors oui, internet est un outil parmi d'autres qu'il faut utiliser, mais c'est pas non plus l'alpha et l'oméga de l'action politique. Malheureusement, dans notre époque, l'internet, ça reste la condition, on va dire, ultime pour militer. Il y a quelques années, je parlais avec un vieux militant de droite extrême qui m'expliquait que dans les années 70-80, lorsque des militants se regroupaient, la première chose qu'ils faisaient, c'était créer un journal. Or, pour créer un journal, ça demande quand même certaines compétences. Euh, pour savoir écrire, pour enfin, réaliser la maquette, etc. Or, aujourd'hui, lorsque des personnalités diverses ou variées décident de se regrouper pour agir, la première chose qu'elles mettent en place comme outil militant, c'est un blog. Et bien évidemment, un blog, ça demande beaucoup moins de compétences philosophiques, intellectuelles et politiques que la tenue d'un journal, même de 12 pages, qui va sortir toutes les semaines ou tous les 15 jours. Donc Internet a fait beaucoup de mal, et le pire, c'est que Internet entretient l'illusion. Lorsque vous étudiez les partis politiques, par exemple, lorsque vous étudiez les primaires, on s'aperçoit que la personne qui a le plus de personnalités qui le suivent sur Twitter, sur les réseaux sociaux, la primaire des Républicains, c'est Jean-Frédéric Poisson, donc techniquement le moins connu. Mais pourquoi il est autant présent sur le net? Parce que, un, il n'est pas présent dans les médias et qu'il n'a aucune prise sur le réel. Il y a quelques jours est sorti un article de Libération sur les blogs et les sites de nos milieux. Et le blog Libération expliquait que Internet, la bataille de l'Internet avait été gagnée par les partisans de la fachosphère. Alors oui, la bataille, elle est gagnée, mais en face, ils ne combattent pas. Parce qu'en face, ils n'ont pas besoin d'être sur Internet pour diffuser la bonne parole. Donc Internet est en quelque sorte oui, le cimetière du courage politique et de l'intelligence sérieuse et bien comprise. Oui, Rémi, je voulais revenir par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure concernant le hacker Ulcan. Personnellement, je n'arrive pas. Alors, c'est vraiment une question que je te pose et que je pose aussi à Franck. Je n'arrive pas à voir à quel moment est-ce qu'on peut parler de courage, que ce soit lui-même ou sur son action. On parle quand même d'une personne, bon, qui effectivement monte sa tête sur, on va dire sur Periscope, certes, mais quel est le courage de faire une injection SQL, c'est-à-dire une injection sur une base de données, c'est-à-dire ça prend 3 secondes quand on a la connaissance, et derrière de se vanter d'avoir mis des informations en ligne. Je ne vois pas où est le courage. Ça, c'est une chose, en ce qui concerne l'action d'Ulcan en particulier, c'est une chose différente. Moi, j'évoquais plus généralement ce qui agit sur Internet. C'est vrai que, euh, bon, concernant Ulcan en particulier, je dois dire qu'il est quand même, si encore une fois, je mesure le courage, encore une fois, depuis toujours, depuis notre discussion, moi, je mesure le courage à l'effort qui est consenti et au sacrifice qui est accepté. Et je dois dire qu'Ulcan, de ce point de vue-là, il sacrifie plus dans son action sur Internet que celui qui ne met pas son nom, met pas sa tête, etc. Enfin, d'accord, donc pour toi le sacrifice c'est qu'on voit sa tête, qu'on connaisse son nom et qu'il ait une page Wikipédia en gros, si je comprends bien. Il est moins courageux que celui qui va dans la rue, mais il est plus courageux que celui qui parle anonymement. Encore une fois, c'est une échelle de mesure que j'utilise depuis toujours. C'est-à-dire qu'il est évidemment loin d'être le plus courageux, loin de là, évidemment. Politiquement, il y a des gens qui sont beaucoup plus courageux que lui, et notamment dans la défense du sionisme. Il y en a qui sont beaucoup plus courageux que lui, mais il est quand même beaucoup plus courageux que beaucoup d'autres qui l'insultent lui par anonymement, par exemple. Celui qui insulte Tulcan anonymement, il est moins courageux que Tulcan, qui lui met sa tête sur Internet. Pour étendre, aller plus loin que la question d'Ulcan, je prenais l'exemple d'Ulcan parce qu'il est révélateur
par les réactions qu'il a suscitées. Parce que quand il a fait ça, tout de suite, on l'a traité de lâche. Tu es en Israël, etc. Viens en face pour faire ce que tu fais. Mais c'est ceux qui ont réagi comme ça, la plupart sont des gens qui ont peur pour eux. Parce qu'ils savent qu'ils ont fait des choses, ils étaient contents de le faire anonymement. Puis quand ils se doutent que il peut y avoir maintenant des problèmes, parce il va divulguer leur nom à leurs employeurs, etc., là, ils commencent à avoir vraiment peur. Et c'est là qu'on voit vraiment le courage. Le courageux, c'est celui qui dirait à Hulkan, moi, je suis un tel, tu as pris mon nom et j'assume. Là, il aurait le même courage qu'Hulkan. Mais Il y ces en a gens-là, beaucoup, il il y n'y en en a a pas. beaucoup qui ont fait ça sur. J'ai pu suivre quelques minutes là-dessus sur un compte Facebook. Il y a beaucoup de personnes justement qui ont dit je n'ai rien à cacher, voici ma photo et voici mes coordonnées. Donc effectivement, il y a des gens qui ont réagi. Peut-être que c'est voilà, peut-être bon, on va pas remercier Ulcan, mais peut-être que c'est aussi l'occasion à prendre dans le bon sens de montrer que voilà, de montrer à soi-même et aux autres que voilà, ces personnes-là sont courageuses, effectivement. Mais comme dirait Franck, quand il évoque les chevaliers du Moyen Âge, on est loin de cet esprit chevaleresque et on est plus dans un courage, pour le coup, 2.0, c'est-à-dire un courage qui est vraiment au ras des pâquerettes, quoi. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Oui, mais malheureusement aujourd'hui, l'époque où on se battait avec le Sacré-Cœur sur la poitrine et le drapeau blanc dans la main, cette époque-là, elle est terminée. Donc il faut bien qu'on se batte d'une manière ou d'un autre quand on défend une cause. Concernant cet activiste, sioniste, qui a piraté la base de données d'une association appelée Égalité et Réconciliation, je ne me prononcerai pas sur le fait qu'il soit courageux ou pas. Je n'ai pas assez étudié le sujet. En tout cas, ce que je constate, c'est que d'un point de vue, on va dire, de la tactique et d'un point de vue oui, si on parle de stratégie militaire ou de stratégie politique, en tout cas, ce qui est certain, c'est que cet homme-là avait dit depuis des années qu'il constituerait, enfin qu'il se constituerait en poil à gratter permanent pour cette association et pour son responsable Alain Soral. Et ce qui me semble en tout cas intéressant dans cette démarche, même si je ne l'approuve pas, même si je n'approuve pas la méthode, ni la personne, ni les idées qu'il représente et qu'il incarne, je serais plutôt à l'opposé. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il avait dit des choses qui resteraient une menace constante pour ces gens-là, et il fait ce qu'il dit. Et aujourd'hui, je trouve quand même qu'on est dans une époque où les gens parlent pas beaucoup, n'agissent pas beaucoup, et ceux qui parlent beaucoup n'agissent pas. Donc pour une fois qu'il y a une personne qui dit qui annonce ce qu'elle fait et qu'elle agit en ce sens, je ne dirais pas bravo parce que cet homme-là reste un ennemi, mais je lui reconnaîtrais quand même une certaine valeur, ne serait-ce que par la capacité de nuisance et de coup porté à l'ennemi. De manière objective, lorsque deux personnes combattent, on voit qui fait plus de mal à l'un ou l'autre. Et aujourd'hui, il est sûr que Hulkan fait beaucoup plus de mal à ER que ER à Hulkan. Et de ce point de vue-là, techniquement, on peut quand même dire que, je dirais pas qu'il y a une victoire, mais en tout voilà, il fait son rôle de poil à gratter. En tout cas, ce qui est très dommage, c'est qu'on voit bien que indépendamment de cette histoire et de cet individu, en tout cas, on voit bien que malheureusement aujourd'hui, le combat politique, il est réduit à peu de choses. Il m'est déjà arrivé à titre personnel de tracter dans la rue ou coller des affiches. Je m'estimais pas spécialement très courageux. Mais aujourd'hui, le combat dans les tranchées ou le combat à cheval ou ou je sais pas, sur un champ de bataille dans une plaine, tout ça c'est fini. Donc le courage aujourd'hui il s'exprime différemment. Il ne s'exprime plus par les armes, mais je pense que dans notre époque, le courage, s'exprime par une droiture intellectuelle, une honnêteté, une certaine moralité. Et en tout cas, à titre personnel, c'est ce que j'aimerais mettre en place dans les années à venir, c'est-à-dire, garder une constance morale, garder une éthique, défendre mes idées envers et contre tout, quitte à ce que ça me coûte de l'argent, quitte à ce que j'aille en prison, quitte à ce que des amis se détournent de moi, quitte à perdre un emploi, mais il est certain qu'à titre personnel, je ne collaborerai jamais avec, l'ennemi. Une personne qui arrive à tenir, à faire une action face à un potentiel danger, on appelle ça du courage. Or, je pense que vous pouvez pas me contredire. Si demain je décide, je suis pas hacker, hein, mais si je décide de hacker la base de données de l'Elysée, enfin je sais pas trop ce qu'il y aurait dedans, mais ou du CIC, d'une grande banque, il y a des dangers, on les connaît tous. Sauf que moi je vais me faire choper personnellement. Et dès le soir même, dès à la minute, avoir un hélico au-dessus de chez moi.
Par contre, quel est le danger? Quel courage on peut avoir de hacker une base de données quand on sait que le pouvoir en place ne va pas défendre cette base de données? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, voilà, hacker un site qui est un site d'opposition au gouvernement en place, ce n'est pas du courage. Il n'y a aucun courage. Par contre, si Vulcan avait fait ça sur égalité et réconciliation, bon, très bien, mais qu'à côté, il faisait ça sur, par exemple, des bases de données sur le darknet, par exemple, pour la drogue, pour la prostitution, pour les réseaux où d'ailleurs nos politiques sont dessus, là, ce personnage commencerait à m'intéresser véritablement. En gros, tu dis que Hulkan, en faisant ça, il risque rien. Mais s'il risque rien, c'est pas de sa faute. S'il risque rien, c'est parce que les autres en face ne sont pas courageux. Enfin, c'est aussi simple que ça. Je pense que c'est trop facile de dire, bah voilà, il fait n'importe quoi, mais quel est son mérite? Parce qu'il ne lui arrive rien. S'il ne lui arrive rien, c'est à cause de ceux qui l'attaquent. Je prendrai rapidement un exemple. C'est comme les Mais femelles. Franck, il le sait. Franck, il le sait, justement, qu'il lui arrivera rien. Tu comprends? Bah, et alors, c'est pas son problème. Enfin, encore une fois, moi, je le défends pas, hein. Mais en fait, ta Ouais. position m'amène à le défendre. C'est que, encore une fois, lorsque tu dis ça, tu ne fustiges pas sa force, tu fustiges la faiblesse de ceux qui l'attaquent. C'est comme les femelles. Lorsque les femelles font n'importe quoi dans une église, les gens disent elles sont protégées, elles sont protégées. Non, elles sont pas protégées. Si tu veux leur mettre une claque dans la figure parce qu'elles se comportent comme des hommes, et donc une femme qui se comporte comme un homme, tu dois la considérer comme un homme, ça doit arriver. Le problème, il est là, en fait, encore une fois. Je pense que le problème, il ne vient pas de nos ennemis. Le problème, il vient de nous. Une personne aujourd'hui qui insulte Jésus-Christ, elle sait très bien qu'elle n'aura rien. Mais c'est pas de sa faute à elle, c'est de notre propre faute. Et c'est là où, pour moi, on a une part de responsabilité énorme dans ce qui se passe. À Paris, il y a eu des spectacles où on lançait de la merde sur le visage du Christ. Mais ce type-là, il n'aurait pas pu. Enfin, normalement, dans un pays catholique, cet homme-là, il n'aurait pas pu marcher dans la rue tranquillement. C'est impossible. Donc, lui, quand il fait ça, il sait très bien qu'il ne lui arrive rien, cette espèce d'écrivain à 2 francs 6 sous. Mais si il ne lui arrive rien, c'est pas grâce à lui, c'est à cause de nous. Et ben pour Hulkan, c'est pareil. Hulkan, demain, il vient en France. Même si demain il annonce qu'il vient en France, il ne se passera rien parce que les gens qu'il a attaqués ne sont pas très courageux. Pour moi, le problème, c'est un problème de responsabilité. Si demain si demain, il y a une personne qui fait un spectacle et qui s'en prend à Louis XIV dans des termes très peu élogieux, déplaisants, insultants, et que cette personne, il ne lui arrive rien, bah, ça voudrait dire que les catholiques, enfin, ça voudrait dire que les royalistes sont aussi peu courageux que les autres. Je pense vraiment qu'il y a une notion de responsabilité à avoir. Nos adversaires profitent justement de cet état de fait. Ils savent très bien qu'ils peuvent nous attaquer parce il ne leur arrivera rien. Les gens savent très bien aujourd'hui qu'ils peuvent attaquer l'Église catholique parce qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui les catholiques, surtout chez les modernistes, il y aura aucun retour. Ah, dans nos milieux, c'est un peu plus différent. Donc, le jour où les catholiques et les royalistes et les Français, au sens large du terme, montreront leur courage, les autres, ils vont réfléchir à 2 fois avant de s'attaquer à nous. Mais aujourd'hui, ils s'attaquent à nous parce qu'ils savent que dans une large, 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 large majorité, les gens ne répondront pas. Pour conclure, j'aimerais dire la chose suivante. 2 points pour conclure, les amis, si vous permettez, parce que c'est vrai qu'on a un peu dépassé ce qu'on avait prévu. J'aimerais dire 2 choses. Euh, je quantifie le courage depuis tout à l'heure, mais vous vous rendez bien compte qu'il y a des gens qui sont évidemment plus courageux que d'autres. Il n'y a pas un courage et les autres pas courageux. Si on parle en termes d'Internet, évidemment que, par exemple, Snowden ou Julian Assange sont plus courageux que le camp, parce que leur cible est plus dangereuse, et donc ils sont plus courageux. Assange n'est pas sorti de son ambassade depuis des années, et Snowden est en prison pour au moins 200 ans. Donc évidemment que ces gens sont plus courageux que le camp qui, lui, ne risque pas grand-chose. Mais lui, le camp est plus courageux que même moi, par exemple, qui ne fait pas, qui n'ai pas mis ma tête comme ça, etc. Donc il faut vraiment quantifier tout ça. Et j'aimerais conclure le sujet qui est très vaste et on pourrait éventuellement un jour en faire une suite si ça intéresse aussi les gens qui nous écoutent. Le plus grand des courages et aussi la plus grande des bêtises, c'est évidemment de s'opposer à Dieu. Et donc quand on est courageux en s'opposant à Dieu, on est aussi très bête. Voilà. Donc j'aimerais conclure l'émission sur ces paroles-là en vous disant à bientôt pour une prochaine émission.